Allô, allô tout le monde, allô Toshiro, bienvenue à cette édition, nouvelle édition de l'heure Afro-Fierté. Aujourd'hui, nous recevons Toshiro. Toshiro, je vais te présenter dans un petit instant, mais dans le fond, l'heure Afro-Fierté, c'est une initiative du département de diversité et de relations communautaires de Fierté. Et cette heure Afro-Fierté, c'est une heure où on donne la voix aux personnes noires de la communauté pour discuter de nos vies, de nos réalités, de nos entreprises, de nos passions, etc. Donc, on va commencer par reconnaître le territoire sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui, même si c'est virtuel, le territoire Djodjagé, où le peuple Ganigaga est gardien et gardienne des eaux et des terres sur lesquelles nous nous réunissons. Et puis nous sommes éternellement reconnaissants d'être sur ces terres. Donc, aujourd'hui, nous appelons Toshiro, Toshiro que je vais grosso modo introduire en tant que artiste, danseur, performeur et aussi house mother of House Sankofa, qui est la dernière nouvelle house à Kiki House montréalaise sur la scène. Nous allons parler de cela bien évidemment plus en profondeur. Mais Toshiro, bienvenue et merci d'être là. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben écoute, ça va très très bien. Merci de me recevoir. Et toi, comment ça va? Ça va super, ça va super. Hyper, hyper excité d'être sur ce panel. Et puis, bon, dans le fond, j'aimerais ça. On va sauter directement dans le bain, dans l'eau. Donc, Toshiro, tu es artiste danseur particulièrement. Et moi, quelque chose qui m'intéresserait à savoir, c'était par exemple, on va commencer à la genèse. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers moments d'intérêt à la danse, comment ça s'est manifesté et surtout pourquoi la danse et quelles étaient par exemple les figures qui t'ont amené à avoir cet intérêt pour la danse? Mon Dieu, c'est une question longue et complexe. Donc, en allant à la genèse, quand et comment j'ai et pourquoi j'ai commencé à danser, c'est ça? Euh, quand j'ai toujours dansé, je pense, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né, je sais que il y a toujours eu de la musique à la maison, il y a toujours eu l'influence des événements de famille, l'influence des dimanches, l'influence des cérémonies au pays, l'influence de la télé, l'influence de la radio. Donc oui, il y a toujours eu de la musique, c'est vrai, chez moi. Donc je pense que j'ai toujours dansé depuis tout petit. Ensuite, comment? Ben, comme j'ai dit, c'était parce qu'il y avait de la musique. Mon père était un mélomane. On sait que la musique fait partie de la culture ivoirienne en général. Donc oui, j'ai toujours fait ce côté-là de danse-musique. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et au fur et à mesure, j'aimais ça. J'ai continué. Après, c'était comment l'intérêt a commencé. Ouais, c'était ça ta question. Comment je me suis intéressé à ça. Je te dirais que ça vient aussi encore des influences de musique, des gens autour de toi, euh, les cérémonies, comme je dis encore, les vidéoclips, la télé. Euh, je dirais il y a aussi beaucoup le côté communautaire aussi dans la danse, le fait que quand tu danses, ben, tu apprends de quelqu'un ou tu apprends avec quelqu'un. Donc il y a toujours ce côté-là de partage et d'apprentissage que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours apprécié dans la danse. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a poussé l'intérêt de toujours connecter, de toujours chercher à voir qu'est-ce que je pouvais apprendre ou qu'est-ce que je pouvais enseigner en fait à quelqu'un ou qu'est-ce que je pouvais apprendre de quelqu'un. Donc, ça a toujours été là. Et ensuite, c'était quoi la question? C'était les icônes ou, non, c'était pas ça. Ouais, aussi dans ta réponse, je pense que tu donnes un peu les réponses. C'était aussi est-ce que parce que je me demandais est-ce qu'il y a eu un certain type de danse qui t'a euh, particulièrement attiré plus qu'un autre et est-ce qu'il y avait des figures euh, tu as parlé des figures hip-hop peut-être de la télévision est-ce que c'est quel type de danse et c'était qui t'inspirait en fait à ce jeune âge?
J'adore ces questions-là parce que c'est toujours compliqué avec moi de répondre. C'est complexe. Il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une genèse comme tu as dit tout à l'heure. Si je reviens à la genèse, donc je vais un peu plus me présenter parce que c'est ça, on m'a présenté en tant qu'artiste, personnage de la danse et mother Sankofa. Mais oui, donc d'origine ivoirienne à la base, né en Autriche, mes deux parents sont ivoiriens et à Montréal depuis une dizaine d'années, enfant de la diaspora à la base avant tout. Donc c'est ça. Donc oui, mes parents ont eu une influence très très afro-africaine, ivoirienne, Afrique de l'Ouest avec la musique, avec les influences qu'ils nous ont inculquées à la maison, à travers la radio, à travers les cassettes. Yeah, back in the days, 80s, 90s, child and 80s child, les cassettes, les CD. Et du coup, mes parents aussi, eux, ils ont, bah, je dirais, vécu leur vie de jeunes adultes en Allemagne et en France. Ce qui fait qu'eux aussi, ils ont beaucoup d'influence. Mon père avait beaucoup d'influence blues, jazz, américaine, beaucoup. Ma mère, c'était beaucoup aussi le R&B et la pop française. Du coup, oui, il y a toutes ces influences-là. Donc, je ne pourrais pas dire que à un moment, il y a un style de danse qui m'a plus intéressé qu'un autre et que ça m'a plus influencé à pousser. Non, c'est vraiment que en Éthiopie, par exemple, j'ai grandi aussi en Éthiopie d'ailleurs. Donc en Éthiopie, c'est qu'il y a une danse qui s'appelle le Eskesa et c'est une danse très 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 spectaculaire. Beaucoup de mouvements de tête, de cheveux, des épaules assez rapides et en fait en Éthiopie, c'est exactement yes girl, you got it. Et c'est une cérémonie, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est présent, que tu vois quotidiennement, que tu vois à la télé, que tu vois dans les mariages, que tu vois au restaurant, que tu vois aux graduations. Et de voir ces mouvements impressionnants, de voir ces gens sur le stage, oui, ça s'intéresse, c'était comme, oh, that's nice, that's cool. Et tu l'essayes, tu essayes à la maison, tu fais des trucs, tu fais des petits concours, des petits spectacles. Et ensuite, il y a toutes ces influences aussi qui sont plus afro-caribéennes, qui sont plus afro-américaines, qui sont aussi afro-françaises. Donc, tout le R&B des années 80, des années 90 en France, qui m'ont aussi beaucoup bercé. Les Fujis aux États-Unis, avec Wyclef Jean d'Haïti, Monique Seca. Donc, ouais, non, it's a mishmash of so many things that I can't answer by saying that style was more or that style pushed me more to. Non, c'était vraiment, je voulais essayer des trucs et tout ce qui était comme mouvant et inspirant, ça m'attirait. Donc voilà. J'a- J'adore ta réponse est parfaite. Moi, en posant la question, je m'attendais à ce que tu me dises Beyoncé, Destiny Child, et puis on passe à la question suivante, quoi. Tu vois, mais c'est une réponse qui est vraiment complète. Et je pense qu'aussi, il y a cette espèce de que tu fais un peu le lien aussi, comme il n'y a pas de danse sans musique, donc tu parles beaucoup aussi de la musique qui a influencé ta jeunesse, les goûts de tes parents, le fait que tu sois un enfant de la diaspora, et même nos parents, je partage aussi, nos parents écoutaient des rythmes tu sais, des Caraïbes, on a tous un peu déhanché sur du Francky Vincent, on a aussi, tu sais, enfants de la diaspora en Afrique, tu as parlé des jeux d'épaule éthiopiens, et puis j'ai reconnu direct, tu vois. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une diversité d'influences dès la jeunesse en fait. Donc mais ma question suivante du coup ça va être peut-être est-ce que est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé que par exemple la danse c'était quelque chose de professionnel en fait et c'était qu'il y avait des gens qui étaient c'était pas juste par exemple des trucs de célébration, des trucs de fête et tout. Il y avait vraiment un milieu professionnel de la danse. Et c'était à peu près à quel âge? Question très simple, hein, tu vois. C'était quand est-ce que tu as commencé à réaliser qu'en fait la danse ça peut être quelque chose de professionnel? Euh, je pense que j'ai toujours su que la danse pouvait être un métier, parce que comme je le dis aussi, le fait d'évoluer dans des sociétés, dans nos sociétés africaines à nous, on a les griots, on a les masques, qui sont c'est pas forcément ton métier. Oui, c'est pas forcément ton métier, mais c'est ta classe, c'est ta classe sociale, c'est Hmm. ton appartenance
de caste, on va dire. Donc, il y avait déjà ces rôles-là, il y avait déjà ces- comment on appelle ça, comment on dit ça, quand tu es prédéterminé à quelque chose, c'est prédétermination qui fait que il y a des gens qui rentrent dans la communauté des griots, qui vont rentrer dans la communauté des Mhm. danseurs, et en Éthiopie, comme je dis aussi, toutes ces danseuses qui faisaient est-ce que ça, les danseurs aussi, je savais que c'était des professionnels, c'était leur vie. C'est vrai que peut-être la journée, ils faisaient quelque chose d'autre, mais c'était un métier. Les griots aussi, c'est leur métier, ils sont payés à travers ça, ils vivent à travers ça. Et de Mhm. savoir que c'était quelque chose qui existait, mais c'était pas forcément quelque chose que j'envisageais et que c'est pas quelque chose que tes parents aussi te poussent à envisager, que la culture te pousse à envisager autant en Occident que chez nous en Afrique ou dans les Caraïbes. Donc, oui, j'ai toujours su qu'il y avait moyen de vivre de la danse, mais que c'était un choix. Comme toute chose, tu peux vivre de Mhm. tout. Like, you can work from sex. Sex is work, you know. Selling your body Yes, is work. I Uh, it is. everything is a work as you can monetize basically anything, and if you put your mind into it and you want to do it, it's a choice, you know, if you want to monetize about it. Donc j'ai toujours su, mais j'ai pas eu la conscience d'esprit de me dire c'est ça que je voulais faire. Je vais te dire ça. C'est plus ça. Je me suis jamais dit ah I could do that. C'était toujours comme ah it's a good time. C'était enjoyable. J'ai aimé ça. Ça a jamais été. C'est toujours été une passion avant d'être un plan de carrière. Je dirais donc voilà. Ensuite, je Mhm. dirais qu'à l'âge de 13 12 ans, le Crazy Horse, c'était le premier stage. Je pense que c'était ma première réalisation. euh, de comprendre que la danse c'était sur le long terme en fait, que c'était une formation que tu pouvais Mhm. faire et que tu avais quelque chose, tu avais un moment où tu étais dans le prime, puis il y avait un moment où c'était fini. Et je me suis dit, ah, Mhm. c'est un métier, c'est comme il y a des étapes, il y a un cheminement à faire, c'est un métier. C'est avec un reportage sur le Crazy Horse, donc le Crazy Horse qui est une institution de spectacle de danse cabaret en France, Mhm. féminin uniquement, et très aussi, très cisgenre blanc. Donc, la plupart des danseuses sont blanches ou noires, mais très pâles. C'est aussi c'est très rigide aussi sur l'apparence physique. On perd une certaine taille, un certain poids, avoir une certaine, des certaines mensurations. Donc, c'est vraiment. Et là, je me suis rendu compte que, ah, ok, oui, non, c'est un métier. Ça peut être un métier. Mais malheureusement, c'était un métier qui était donné juste aux filles. La première fois que je me suis rendu Mhm. compte que, ah, you can actually do that and like travel the world and do a lot of money and like avoir ton appartement avec tes amis danseurs et danseuses. C'est un truc qui se faisait Mhm. juste pour les filles. Après, avec la Mhm. danse classique, je savais que la danse classique aussi, ça pouvait être un métier que tu pouvais en vivre, mais qu'aussi, comme je disais, il y avait un moment pour pratiquer, un moment pour t'entraîner, un moment où tu étais dans le prime time et un moment où c'était fini. Et j'avais pas Ouais. commencé le ballet étant jeune. Donc jamais je me suis dit, ah, I will do ballet dancers après être une carrière. Donc ni le ballet, ni le Crazy Horse qui étaient les premières références très western que j'ai eues Mhm. de la danse de façon salariale, on va dire, ça a été ces exemples-là. Donc je dirais que toujours j'ai su, à un moment je me suis rendu compte qu'il y avait des étapes. J'avais pas fait ces étapes-là, donc je ne pouvais pas le faire. Donc j'étais comme, bah, I'm not gonna live from Interesting. that. It's not my choice, and I didn't do the training. So either way, si je le faisais de façon consciente comme on faisait en Afrique, comme chez nous, et que c'était le travail sur le side ou que je m'investissais dedans, c'était un choix et c'était pas le choix que je voulais faire parce que c'est comme la société ne me pousse pas à le faire. Ce n'est pas le choix premier de mes parents non plus. Ça serait pas non plus mon premier Mhm. choix à l'époque. Donc ça n'a jamais été ah, I'm gonna do that. Ensuite, du point de vue western, quand je me suis rendu compte avec le Crazy Horse, avec le ballet classique, que c'était des étapes et qu'il y avait un certain look aussi à avoir et que je ne correspondais pas à ce look nécessairement. Je ne suis ni une femme Mhm. blanche, ni un homme blanc. Euh, donc je me suis dit, c'est pas forcément pour moi, donc I'm not gonna monetize from that. C'est resté une passion. Donc oui, ça a toujours été une passion avant de me dire, oui, je vais faire ça un métier. Ça n'a jamais été une idée qui a été pré réfléchi. Ça, c'est vraiment venu à moi, je te dirais. Mais j'ai toujours su qu'il y avait moyen de faire de l'argent dans la danse.
mais ça n'a pas été mon C'est premier c'est- choix. C'est venu à moi. c'est assez, c'est assez intéressant comment tu réponds à la question parce que je pense parfois je posais les questions avec mon état d'esprit dans le sens quand je te demandais quand est-ce que tu t'es rendu compte que la danse pouvait être un métier, c'est parce que de façon très personnelle, tu vois, en grandissant dans le milieu que j'ai grandi, que tu connais très bien, parents traditionnels africains, les métiers, c'était avocat, ingénieur, médecin, tu vois, et danseur, pour moi, danseur, c'était, on fait ça au baptême, on fait ça au mariage, mais genre, il n'y a pas des gens qui ont un 9 à 5 de danseur, tu vois. Et moi, c'est très tard que j'ai appris qu'il y a des 9 à 5 de danse, tu vois, genre, et je vois que ta réponse est pas on a un certain peut-être parcours de vie qui peut être à peu près pareil en tant qu'enfant de la diaspora, éduqué par des enfants, éduqué par des parents eux-mêmes qui ont immigré à l'Ouest. Donc, c'est assez intéressant de voir que même dans ce même presque cadre social, nos réflexions n'étaient pas pareilles. Parce que moi, c'est vraiment vers 15, 16, peut-être 17 ans que je dis, ah, ouais, la danse, c'est un truc professionnel, cette affaire-là, là. J'adore ta réponse, j'adore ta réponse. Quand donc tu avances, tu arrives à Montréal et tout ça, comment t'es venue l'idée de commencer à professionnaliser ton talent en fait? Comment est devenu, tu sais, je pense que euh, voilà, quand est-ce que tu t'es dit bon écoute c'est ça, je vais monétiser mon talent si je peux appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment le terme idéal que je pourrais dire, mais quand est-ce que tu as eu ce déclic et comment tu as fait ce cheminement? Euh, donc oui, j'arrive à Montréal. Je suis à Montréal. Je me dis, je commence à danser vers l'âge de 19 ans de façon plus sérieuse. C'est là que je me suis dit, bon, ok, t'as toujours fait ça, t'as toujours dansé, t'as toujours aimé ça. Tu sais que ça va pas être ton métier, mais avant, je faisais du tennis. Je faisais du tennis de façon assez intense. C'était un hobby qui devait peut-être devenir une profession. Et en arrivant à Montréal, je me suis rendu compte que les clubs étaient hors de Montréal, en fait. C'était dans la banlieue et je venais d'arriver. Donc à cet âge-là, déjà, t'es underage. You don't want to like travel. Tu viens dans une nouvelle ville, premièrement. Donc t'as envie de voyager dans la ville, de gauche à droite. T'es comme, je vais pas aller en banlieue, aller me promener. Je viens d'arriver, je connais pas le pays. Laisse-moi connaître déjà la ville. Après, je vais voir ce qui se passe en banlieue. J'avais pas de voiture, donc c'était le métro et c'était à l'époque, avant 2013, le métro de Montréal n'était pas all that, les bus non plus. Donc hors de Montréal, les bus, ça passait tous les 1 heure, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, you know what, j'ai pas déménagé à Montréal pour aller me promener dans l'hiver, à prendre des bus de gauche à droite. I'm gonna try something else. Et je me suis dit, ah bah c'est ça, t'as toujours fait ça, t'as toujours kiffé ça, t'as toujours aimé ça. T'as pas fait de ballet classique, t'as pas fait de, tu t'es pas une fille blanche qui va pouvoir faire le crazy horse, but you can train. There is still stuff that we have, which is hip hop. We have dancehall, we have Afrobeats, we have traditional, we have all that. So j'étais comme, on a nos trucs, puis il y a moyen de progresser avec ce qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? Et de travailler dans une industrie qui est la nôtre. Bon, la nôtre. À l'époque, même encore maintenant, la, c'est très une industrie américaine, nord-américaine. Et maintenant, on a l'industrie africaine avec l'afrobeat qui commence à se créer de plus en plus, qui prend de l'ampleur. Thanks God, mais à l'époque, c'était très, très nord-américain. Donc, je me suis dirigé vers le hip-hop directement pour avoir un training dans ce style-là, en me disant, ah, je pourrais faire des vidéoclips comme les vidéoclips d'Alia. Comme Alia, it was one of my icons when I was growing up, sorry, et la voir danser et voir tout ça, et I was like, yeah, that's what I want to do. I want to be behind that kind of artist where I can see myself, qui me représentait dans un certain sens, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Ensuite, au début, c'était plus moi qui investissais dans la danse que la danse investissait en moi. C'est-à-dire que tu payes les cours, tu payes les costumes, tu payes les compétitions, parce que je suis rentré en compétition à la base. C'était du hip-hop en compétition, donc c'est ça. Tu payais les trainings, tu payais le studio, tu payais les compétitions, tu payais tes habits, tu payais le transport pour aller aux compétitions.
Donc, c'est vraiment un investissement. Et au début, ça a été ça pendant 3 ans. Ouais, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, j'ai quitté la troupe dans laquelle j'étais, donc la troupe de hip-hop, pour me diriger vers parce que I wasn't how do you say that? I wasn't feeling that like I was being true to myself in hip hop a certain way because they wanted me to look a certain way, they wanted me to act a certain way. C'est le hip hop. Macho, très misogyne, très codifié. Donc j'étais comme, ouais, là-dedans, c'est supposé être cool. Je suis supposé m'amuser, quoi. Pas être en train de vivre et de subir l'oppression que je vis dans la vie de tous les jours, dans un milieu où je suis supposé me sentir à l'aise, tu vois. Comme quand je jouais au tennis, I was me. Non, personne ne me demandait d'être quelque chose ou quelqu'un, tu vois. Je joue au tennis, je joue au tennis comme moi, je joue au tennis. So I want to dance like I dance. So don't tell me to do that and that. So à ce moment-là, je me suis senti un peu... je me suis remis en question et je me suis dit, ah, pourquoi tu fais ça en fait? Là, tu investis, tu prends du temps, tu investis en argent, en temps et en énergie. Et it's not necessarily something that you feel comfortable doing. Donc, je me suis dirigé vers le dancehall, idée très intelligente. Dancehall qui est un milieu aussi très, très, très misogyne et très homophobe. Mais je me suis dit, bon, on va essayer quelque chose d'autre. Donc, je suis dirigé vers le dancehall et l'afrobeat, qui, l'afrobeat vient de tous les nouveaux styles populaires en Afrique, autant de l'Ouest, du centre que de l'Est. Donc, c'est toutes les musiques un peu plus populaires et actuelles qui existent. Et ça a été l'Afrobeat. Et c'est là que j'ai pris des cours de dancehall qui vient de Jamaïque et d'Afrobeat qui vient de l'Afrique en général. Ça, j'ai fait pendant 2 ans. J'étais dans une troupe de compétition et de show. Donc là, c'était plus des shows, c'était plus des prestations. Là, j'ai vu que, OK, quand tu chorégraphies, quand tu es contacté, les gens te connaissent, quand tu fais un travail intéressant et que tu fais un style qui te représente et que tu comprends et que tu es capable de représenter en tant que personne, il y a moyen d'avoir des contacts, d'avoir des shows, d'avoir des contrats. Je me dis, ah, ok, so why not? Il y a moyen. Mais je suis toujours resté dans, ah, ok, you know what? You're going to school, get your diploma. Tu es venu au Canada pour une raison. Finis tes trucs. Et donc, j'étais à l'école et je dansais aussi. Après ces 2 ans et demi d'afrobeat et de dancehall, je faisais du walking sur le côté. Donc, le walking qui est une danse qui vient de notre communauté, où je me sentais vraiment comme, oh, OK, finally, somewhere where I can be me and represent me and just be me. Donc, le walking qui est né dans les années 70 dans le West Coast, donc LA, et qui était l'émulation de la communauté LGBT noire et latine des films qu'on voyait à Hollywood. Donc tous les gros films muets et noirs, avec toutes ces expressions majestiques et ces grandes mains, ces gros gestes qui émanent du cinéma hollywoodien, se retrouvaient dans le walking, qui lui était dansé sur le disco. Donc j'ai commencé à faire du walking en alternance de l'afrobeat et du dancehall. Et là, je me suis senti un peu plus à l'aise et on m'a proposé, parce que j'étais à l'aise dans ce que je faisais et je comprenais ce que je faisais, on m'a proposé d'enseigner ce style-là. Donc là a été le premier contact de la danse et de l'économie. Donc c'est un peu venu à moi, plus que moi qui suis allé vers, mais ça a été un travail de longue haleine. C'est-à-dire que j'ai investi dans quelque chose, j'ai compris quelque chose, j'ai étudié quelque chose, j'ai internalisé cette chose pour pouvoir ensuite la partager. Et c'est pas juste, oh, j'ai vu des trucs sur YouTube, je suis arrivé, puis let's go. I'm teaching, you know. Parce que la danse, ils font ça comme tu dis. Toi, tu te dis, bon, la danse, on fait ça dans les mariages et puis c'est fini. But there is, comme je te dis, moi, en étant africain et enfant de la diaspora, je savais que ces gens-là, malgré qu'on les voyait juste dans les baptêmes, qu'on les voyait juste dans les mariages, il y avait un training, puis il y avait une initiation, il y avait un truc derrière. Mais je me disais pas que c'était moi. Je me disais, je fais pas partie de cette ethnie ou de ce groupe ethnique, mais je savais qu'il y avait un travail. Donc, en arrivant à cette étape-là, en me disant, OK, I'm going to teach today,
I was coming from a reflection when I was like, I need to do a work before being able to teach and understand something that is mine. Donc c'est là que j'ai commencé à monétiser la danse, comme on dirait. Donc voilà. J'adore! En fait, on se connaît, mais moi j'en apprends plus. Là, j'écoute aussi, je prends les notes. Je dois aller regarder ce documentaire-là. On va en parler plus tard. Mais j'adore, c'est assez. C'est aussi quelque chose que quand je repense un peu à tes années passées, c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, que tu as mis beaucoup d'énergie là-dedans. Aussi, il y a eu un moment où on a mis depuis un certain temps, et puis il y a eu un moment où carrément ton intérêt s'est internationalisé. Oh. C'est genre, on était là, on parlait, et puis tu me dis, oh, copine, je vais à New York pour participer à ça, tu as dansé en Europe, et beaucoup, tu as collaboré avec plein de danseurs, d'artistes extraordinaires, tu as tourné dans des vidéoclips de la culture pop à consommation de masse. Donc tu sais, c'est quand même venu, hein. Mais avec toute cette petite introduction de comment tu as amené ton style de danse à l'international, est-ce que si, grosso modo, là, je te demanderais, allez, cite-moi deux, trois expériences à l'international qui t'ont vraiment marqué avec ce ou cette artiste, quelle, quelle serait tes expériences que tu mettrais au top du podium et pourquoi en fait des questions doyants. I hate you for that. I hate you for that. So, comme tu as dit, tu as comme si c'était pas mal de. Even me, I'm still processing everything that happened and everything that I did. It's still a blessing et je suis toujours reconnaissant et grateful de ça. Et je remercie encore toujours les gens autour de moi qui ont cru, qui m'ont encouragé et qui, dans un certain sens, ont cru d'abord en moi avant que moi je croie en moi. Et qui après ont cru en moi quand je croyais pas en moi. Donc c'est chaud de choisir une personne. C'est très très difficile. Mais je dirais que une des expériences les plus folles, en fait, je vais en donner trois. Ouais, je vais t'en donner trois. Donc je vais commencer ouais, celle-là. C'était le tournage de Miguel et de J. Cole. Ouais, that was something. Du coup, ça a été un projet qui m'a été proposé par Arcade Parade, qui est une compagnie montréalaise, mais qui est basée autant à New York qu'à Paris et à Montréal, et qui est dirigée par Win Holmes et Nicolas Archambault. Du coup, Win, qui avait ce contrat-là, me contacte et elle me fait comme Yo, have that little. J'avais travaillé avec Win dans le passé, j'avais fait un vidéoclip avec elle. C'est une chorégraphe, donc j'avais dansé avec elle, j'avais travaillé avec elle. J'avais fait des auditions pour elle et du coup, ça a fonctionné, j'ai été pris, j'ai travaillé avec la compagnie. Et quelques années après, c'est ça, donc on travaillait plus ensemble, elle était déjà partie sur New York et son mari, lui, était parti en France. Et elle m'appelle un jour, puis elle me fait comme, Oh, yeah, I have that project, like, un vidéoclip que je fais, ça va être à Toronto et à LA. Il y a une danseuse de LA qui va venir, puis il faudra que tu lui montres la choré, et tu vas être sur le tournage, tu t'occupes de t'occuper de la chorégraphie et du placement de la chorégraphie sur scène. Donc pendant 3 jours, me, I'm flying to fucking Toronto and LA pour travailler avec Khadija Sari, qui a travaillé avec Beyoncé, qui a travaillé avec Rihanna, qui a fait 3 tournées avec Rihanna, qui danse avec Pharrell Williams. I have to teach her a choreo and be with her in the same room. J'étais comme wow, wow, like really wow. Et j'étais comme, c'est incroyable on me donne cette responsabilité. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui croient en toi. Donc, you have to trust in yourself and believe in yourself. Du coup, c'était ce vidéoclip-là qui était sur 3 jours, comme je disais, où j'ai monté la chorégraphie à Khadija, où on a travaillé ensemble, on a chillé ensemble, j'ai appris à la connaître. Une danseuse que j'ai toujours respectée et qui était dans les danseuses que je voyais comme modèle, une danseuse dark skin en plus, qui vient des îles et qui a réussi à faire sa place et qui est là et qui te dit
you can do it, you know. Donc, ça a été vraiment une expérience inspirante du point de vue personnel parce que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui est incroyable, Khadija. Miguel aussi, qui est très, très humble, qui est adorable, très gentil. Travailler sur un set aussi incroyable en 3 jours où on voyage, où on est dans des avions, on commence à 5 heures du matin et on finit à minuit, où le set se détruit et se construit en 30 minutes. It was actually a production. And I was like, wow, je vis ça, je vois ça. Et I was part of the industry at this moment. So c'était vraiment une très, très belle expérience. Expérience 2, le Centre Bell. Centre Bell, faire le Vidéotron, en fait faire des stadiums, you know, like being a stadium and being on the stage et having all this crowd around you and in front of you et la pression, le travail qu'il y a avant de pouvoir rentrer sur ce stage, ça te force, ça te transforme, tu deviens un danseur expérimenté et tu arrives à ce stade-là parce que tu as mis le travail qu'il fallait mettre. Donc, non, sortir de cette expérience de tournée, ça a été incroyable aussi. Donc, thank you, Marimé. Thank you, Marimé. Québec représente, c'était génial. Et troisième expérience, c'était de voyager à l'international pour enseigner les Hills. Donc, les Hills, qui est un mélange de la technique jazz, et de la technique jazz funk et un peu de hip-hop. Et sur de la musique pop ou de la musique jazz ou de la musique euh, contemporaine, en fait, actuelle. Donc, j'en ai fait un à Nashville, j'en ai fait un à Lille, à Paris. Donc, ça, c'est une expérience aussi de te dire que tu voyages, qu'on te fait venir quelque part d'autre pour que tu puisses partager ce que tu aimes faire. It's just like, wow, thank you. Thank you, life. Thank you, everyone. Thank you, life. C'est juste génial. The universe is abundant, mother. The universe is abundant. Mais non, écoute, parce que en parlant, tu me rappelles des expériences. Tu sais, pour moi, Marie-Mé, je sais pas, je pense que c'est parce qu'il y en a tellement que tu nous as juste, à un moment, je pense, c'est monté en exponentiel. En fait, on voyait Toshiro se battre avec ses sacs à dos là, tes fameux sacs à dos où tu as des journées de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures avec tes heels, tes outfits et tout ça. Et puis après, booked and busy, quoi. Booked and busy aux États-Unis, en France, tu sais, à Toronto, etc. Donc ça donne un peu une petite leçon de comment on pourrait dire, une leçon de passion. Suivez votre passion, une leçon de discipline aussi. Que toute passion sans discipline, malheureusement, ne va pas aboutir peut-être à mener des fruits aussi abondants que si tu ne mets pas de discipline là-dedans. Je suis en train de revoir mes notes et j'étais en train de me demander, donc là, tu as fait tout ça, mais tu ne t'arrêtes pas là. Là, tu te dis, je lance ma compagnie de danse. Et là, tout le monde est comme, oh, ok, ça se passe. Et donc, encore une fois, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ton thought process, c'est comment tu as un peu brainstorm ça, comment c'est venu à se mettre en place. Là, c'est une compagnie, hein, qu'on se dit, c'est une compagnie de danse. Donc, ça implique des réflexions administratives, euh, des responsabilité plus profonde. Donc c'est ça. Comment t'es venue l'idée? Comment ça s'est passé? Quels ont été les challenges? Et voilà, raconte-nous un peu ça, quoi. Très bien, très bien. Oui, effectivement. Donc, après ça, je me dis, hey, il faut créer quelque chose qui distribue l'abondance de la terre et du monde et de l'univers, comme tu as dit. Exactement, c'est vraiment, c'est venu de là plus qu'autre chose. Comme je disais, en rentrant dans la danse, je me suis rendu compte que souvent, on essayait de me faire jouer un rôle où on me mettait dans une case, où on m'empêchait d'arriver à, à quelque chose ou à un point parce que je n'allais pas dans le sens de ce qui était demandé ou de ce qui était requis ou de ce qui était généralisé. Et même en allant encore plus loin, comme je disais, quand je me suis rendu compte de la danse peut être professionnelle, c'était des personnes blanches que je voyais, c'était des castings blancs que je voyais, c'était
des représentations physiques et physionomiques qui ne correspondaient pas à qui j'étais. Donc, j'ai toujours senti qu'il y avait un manque, qu'il y avait une sous-représentation et qu'il y avait une discrimination. Euh, et de là, comme je t'ai dit, la danse est venue à moi puisque je suis venu à la danse. Et tous ces contrats, tous ces gens qui viennent t'aborder, qui te demandent des choses parce que tu as mis le travail qu'il fallait mettre, I'm never gonna like forget that. But still, it's a lot about people coming to you and trusting you. Et de voir que ces gens-là venaient à moi et me donnaient des opportunités, je me suis dit, pourquoi pas partager ces opportunités avec les gens qui pourraient vivre ou qui vivent les mêmes choses que j'ai pu vivre dans le début de ma carrière en danse. Et KDN, donc K-Meet Dance Nation, est un collectif de danse qui vise à promouvoir la diversité corporelle et ethnique sur les plateaux, en fait, dans le milieu de la danse du point de vue professionnel, donc de la danse professionnelle et rémunérée, qui est souvent, parce qu'on, comme tu dis, on voit souvent la danse comme du folklore, quelque chose qui est mis à côté et qui peut pas être un métier. Et ça, c'est souvent ce que nous, on voit en tant que personnes racisées, de personnes ayant une culture différente. Tu vois, une culture africaine, une culture caribéenne. La danse, c'est un passe-temps. Tu peux pas en vivre. Et ça se répercute aussi dans le monde très, très western, where western people see us still as entertainment and not as professionals. You know? Donc, on va souvent venir nous approcher. Ah, tu peux faire ça, c'est gratuit ou c'est pour la visibilité. Par contre, les autres qui ont fait des trucs plus classiques, plus conventionnels, qui rentrent dans les canons de l'Europe et de l'Occident, ces gens-là, eux, sont approchés pour des contrats payés, vont passer à la télé, vont faire des shows à la télé, vont faire des tournées, vont faire des campagnes publicitaires. Nous, c'est souvent, ah, faites des shows de quartier, faites des shows dans telle salle, et rarement, venez, on va vous mettre sur le devant de la scène et représenter ce que vous avez à représenter. Donc, de cette réflexion est venue l'idée de faire KDN, donc de présenter ces personnes magnifiques, racisées, migrantes, différentes, physiquement, sexuellement, qui ont du talent, qui mettent le travail et qui n'ont pas les contrats ou les approches que d'autres ont. Donc moi, en ayant cette possibilité, en étant dans cette industrie, j'ai certains contacts, pas tous. I'm still looking for contacts. Hola, it's your girl. Mais j'ai certains contacts, j'ai certaines personnes que je connais, j'ai certaines industries qui me connaissent. Du coup, je peux, grâce à ça, amener d'autres gens qui vivent les discriminations que moi j'ai vécues quand j'essaie de me faire ma place et que je continue de vivre en essayant de faire ma place. Je les emmène et eux aussi peuvent enfin vivre de ce métier en fait. Et c'est plus ça en fait le problème actuellement dans nos communautés et en Occident, c'est que Black dancers are not being paid. Point. Donc voilà. J'adore et en racontant ton histoire, j'ai des bribes de souvenirs qui me reviennent quand on était parfois ensemble ou on est en train de juste danser en boîte ou dans un club et justement parce que tu es talentueux, il y a des gens qui s'approchent de toi qui disent est-ce que tu veux venir danser en devant de la scène et toi avec tout le respect et la classe que tu as, tu dis non, bah non, bah payez-moi. Hein. C'est aussi simple que ça parce que juste on était là dans ce club et il y a des gens qui sont payés pour faire ce que vous me demandez de faire. Donc c'est pas, donc c'est ça, c'est assez dommage et j'espère que les personnes qui nous écoutent vont prendre en note, surtout des personnes qui bouffent des gens qui sont amenés à faire ce genre de choses. Euh, juste pour comme faire toute une comme une petite conclusion de tout ce qu'on a discuté. Moi, c'est le panel, j'avais réfléchi, je l'ai appelé danse et résilience. Et même si le mot résilience n'a pas été dit une seule fois dans toute notre conversation, je pense que Bah, quand même, la persévérance, puis le travail, c'est de la résilience. Hein. Le travail qui a été dit, c'est de la résilience, ah, chérie. De te dire, de recevoir 14 noms, 50 noms, de you don't fit, you dance too soft,
you're too feminine, your hair too long, or you're too tall. C'est de la résilience, bébé. Ça, on n'a pas besoin de le dire, it's there. Il fallait seulement que je glisse ça dedans, tu vois, parce qu'on va quand même dire que Ohio a fait un panel sur la danse et la résilience. Le mot résilience, c'est pas trop bien. Mais effectivement, comme tu le dis, et ça va même bien au-delà de ça, tu sais, ça va, dès le début de cette conversation, on parlait de tes parents, de leur résilience dans l'amour de leur culture et dans le partage de leur culture à leurs enfants, même à l'étranger. Donc, quelque chose qui peut être parfois difficile parce que tu as deux, trois cassettes par ici, par là, mais quand même, tu partages et là, on est la génération cassette, hein, on a mis les cassettes, on est là, donc ça joué, on a, quand je sais pas, le fil s'embobiné dans la machine, enfin, bref, tous ces souvenirs de génération cassette. Donc, il y a beaucoup de résilience dans dans ce que tu racontes, je me suis intéressé à la danse, j'ai vu la danse, j'ai vu que la danse n'était pas pour mon type de personne, mon type de corps. Je suis sorti un peu, je suis revenu, j'ai voulu en faire de la danse de quelque chose qui me ressemblait plus. Et même quand tu es rentré, tu es allé dans les milieux hip-hop, on a commodifié ton corps, tes expressions, et tu sors, tu rentres. Et pour finalement avoir des expériences aussi magnifiques qu'internationales avec un set où tu es avec J. Cole, avec Miguel, avec Marie-May, avec plein d'artistes de ce genre. Est-ce que tu aurais un petit mot de conclusion pour les personnes qui nous regardent, surtout les personnes noires, les personnes queer, qui s'intéresseraient peut-être à des milieux de la danse et qui peut-être ne trouvent pas en eux le courage de se lancer avec toute l'énergie que ça demande et tous les obstacles qui sont devant? Allez, c'est des questions comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je pose des questions comme ça dans les panels, mais c'est des questions que tout le monde pose dans les panels, donc je vais la poser. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent, aux enfants, aux jeunes qui s'intéresseraient à la danse, mais mais pour le coup, c'est pas, ils n'ont pas encore le courage de se lancer. Premièrement, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes super. That is the first thing, remember that. Ensuite, concrètement aussi, comme je disais, c'est la passion. La passion. Si vous êtes passionné, peu importe le style, peu importe l'art que vous faites, vous allez trouver des gens qui vont croire en vous parce que vous êtes magnifique et vous êtes talentueux. Et à travers ça, vous allez pouvoir pousser et apprendre. Parce que c'est quand on se rend compte qu'il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait, qu'on se remet en question et qu'on se dit, ah, maybe I'm good. Et qu'on est comme, ok, c'est parti, c'est parti. Donc, ne lâchez pas, faites-vous confiance et écoutez ce qu'on vous dit aussi. Donc, c'est ces trois choses que je dirais. On lâche pas, on se fait confiance et on écoute. On se lâche pas, on se fait confiance et on écoute. Et on répète. On se lâche pas, on se fait confiance et on écoute. Et on répète. Et puis après, vous voyagez à l'international comme toujours. Mais c'est ça, je pense qu'on a fait le tour d'un peu toutes les questions que j'avais pour toi, Toshiro. Et Toshiro, je tiens à dire que Toshiro est booked and busy. Mother of House Sankofa represent Kiki House Sankofa Montréal. Nous sommes là, nous sommes africains, nous représentons, nous resterons là et nous ne bougerons pas. Donc, book and busy. Donc, je vais partager tes hâtes. Donc, je pense in the link below. Je sais pas comment ils vont faire, on va faire ça, mais en tout cas, Stylistic King sur Instagram, Stylistic King. Sinon, KDN Company aussi sur Instagram. KDN Company on Facebook and KDN KDN Dance on IG. Et c'est ça, vous êtes là, vous êtes prêts à recevoir les contrats, et puis ça, et puis allez absolument voir le travail que Toshiro et KDN font. Même moi, j'ai eu la chance d'être dans une session de comment on pourrait appeler ça, une session c'était quoi, un petit 3 mois intensif de danse. Oh, un training. Et puis un training de danse et même moi je me suis dit moi je suis devenue un peu bonne quand même un peu tu vois donc tu vois toi tu es aussi prof parce un que peu très bonne un truc très tonique et elle était très très bonne.
Avec Ça, beaucoup je me suis, d'élégance et de sensualité et de détermination, ce qu'on aime. ah! Et je me suis fait des quiz. Je pensais pas que j'allais me faire des quiz et je me suis construit des quiz. Et mes quiz que j'avais perdus, là, tu vois. Et je me suis fait, donc c'est du sport aussi. Donc, suivez Toshiro et puis Toshiro, again, his books and busy. Donc, on va te laisser partir et on va te remercier pour ce merveilleux temps que tu nous as passé. Bon courage, bonne chance dans toute cette aventure et puis rayonne l'africanité et le talent et l'audace à l'international comme tu le fais déjà. Bisous, Merci de madame. m'avoir invité. Passe une bonne journée et passez une très bonne journée tous. Et we keep on doing, push, 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 push. Mouah. Bye.